Remaniement, panique totale dans le sérail. Imaginez un seul instant. Yaoundé. Avril 2026. Le Cameroun s'apprête à accueillir le chef de l'Église catholique romaine, le souverain pontife en personne, pour la première fois sur le sol africain depuis son élection au trône de pierre. Des millions de fidèles convergent vers la capitale. Les drapeaux sont hissés. Les routes sont balayées. Les chants résonnent déjà dans les paroisses. Et pourtant, pendant que le peuple prie, les couloirs du pouvoir, eux, tremblent. Parce que derrière les dorures de la cérémonie officielle se joue une autre pièce de théâtre. Une pièce sans répétition. Une pièce dont personne ne connaît encore la distribution finale. Qui sera vice-président? Qui entrera dans le prochain gouvernement? Et surtout, pourquoi tout cela doit-il se décider maintenant, précisément maintenant, à la veille de la visite papale? Restez avec nous. Parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va tout changer dans votre façon de comprendre la politique camerounaise. Partie 1. Contexte et fait, le Cameroun sous les projecteurs du monde. Pour comprendre ce qui se passe réellement, il faut d'abord poser le décor. Et ce décor, mes chers compatriotes et amis du monde entier, est à la fois grandiose et chargé de tensions sous-jacentes. Le 8 avril 2026, lors d'un point de presse solennel, le ministre de la Communication du Cameroun, René Emmanuel Sadi, porte-parole attitré du gouvernement, a pris la parole d'une voix posée, presque liturgique. Il avait une annonce à faire. Et cette annonce, tout le monde l'attendait depuis des semaines. Le Cameroun est prêt. Prêt à accueillir le pape Léon XIV. Du 15 au 18 avril 2026, le souverain pontife, élu au pontificat le 8 mai 2025, posera pour la toute première fois ses pieds sur le continent africain depuis son accession au trône de Saint-Pierre. Et ce continent, dans toute son immensité, dans toute sa diversité, dans toute sa ferveur catholique, c'est le Cameroun qui a été choisi. Yaoundé d'abord. Puis Bamenda. Puis Douala. Mais ce n'est pas tout. Ce choix n'est pas anodin. Il n'est pas le fruit du hasard ou d'une décision administrative prise dans un bureau romain un mardi matin. Ce choix place le Cameroun au cœur d'une géopolitique vaticane que beaucoup n'ont pas encore mesurée à sa juste valeur. René Emmanuel Sadi l'a rappelé avec insistance lors de son point de presse. Le Saint-Siège, dit-il, est le premier partenaire privé de l'État du Cameroun. Une affirmation qui mérite qu'on s'y arrête. Parce qu'elle dit beaucoup. Elle dit que derrière les fastes de la cérémonie officielle, derrière les saluts protocolaires et les discours convenus, il existe entre Yaoundé et la Cité du Vatican une relation ancienne, profonde, structurelle. Une relation qui dépasse la simple diplomatie. L'Église catholique au Cameroun, c'est des hôpitaux dans des zones que l'État n'a jamais atteintes. Ce sont des écoles qui ont formé des générations entières d'élites nationales, d'avocats, de médecins, de ministres, d'enseignants. Ce sont des routes de la foi qui quadrillent les 10 régions du pays bien avant que le bitume n'arrive. L'Église n'est pas seulement une institution spirituelle au Cameroun. Elle est une institution d'État dans l'ombre. Un État parallèle qui ne dit pas son nom mais qui agit, construit et consolide. Et c'est dans ce contexte que le pape arrive. Sous les directives précises du président de la République Paul Biya, des commissions mixtes composées de membres du gouvernement et de responsables de la hiérarchie ecclésiale ont travaillé pendant des semaines. Les sites de célébration de masse ont été identifiés et sécurisés. Les itinéraires de cortège ont été cartographiés, analysés, testés. Les protocoles de sécurité ont été passés au crible. Des millions de fidèles sont attendus, venus des 10 régions du pays et des nations frontalières. Le Cameroun, ce jour-là, ne sera pas seulement une nation africaine. Il sera le centre du monde catholique. Mais pendant que tout ce dispositif se met en place, il se passe autre chose. Quelque chose que les caméras officielles ne montrent pas. Quelque chose que les communiqués de presse ne disent pas. Quelque chose qui se chuchote dans les couloirs du pouvoir, dans les salons feutrés des élites, dans les cercles diplomatiques. Partie 2. Le conflit, les gesticulations d'un pouvoir en recomposition. Revenons quelques semaines en arrière. Parce que pour comprendre la fièvre qui monte en ce moment dans les sphères du pouvoir camerounais, il faut comprendre ce qui vient de se passer sur le plan constitutionnel et institutionnel. En l'espace de quelques mois à peine, le Cameroun a vécu une série de transformations institutionnelles d'une ampleur rare. Des transformations qui, chacune prise isolément, peuvent sembler anodines. Mais assemblées les unes aux autres, elles forment un tableau d'une clarté troublante. Premier mouvement,
le départ du très honorable Kaveh Djibril, figure historique de l'Assemblée nationale, remplacé par le très honorable Théodore Datuo. Un passage de témoin au sommet du premier hémicycle du pays. Deuxième mouvement, au Sénat cette fois, le départ du président Marcel Nyanji Fandji, lui aussi figure tutélaire du paysage institutionnel camerounais, remplacé par le président SM Aboubakari Abdoulaye. 2 chambres. 2 nouveaux présidents. 2 visages nouveaux à la tête du Parlement bicaméral camerounais. Mais ce n'est pas tout. Loin de là. Ces nouveaux patrons du Parlement n'ont pas tardé à agir. Sous leur conduite, plusieurs réformes ont été engagées avec une rapidité qui n'a pas manqué de faire parler. La prorogation du mandat des députés jusqu'en décembre 2026. La modification de l'article 170 du Code électoral, une modification technique mais stratégique, visant à lever la limitation des prorogations du mandat des conseillers municipaux par le président de la République. Et puis, le coup de théâtre. La réforme qui change tout. Le 4 avril 2026, la constitution camerounaise a été modifiée. Et cette modification a introduit quelque chose d'inédit dans l'histoire politique du pays depuis des décennies. Quelque chose qu'on attendait, que certains appelaient de leur vœu, que d'autres redoutaient en silence. Le poste de vice-président de la République. Voilà. C'est dit. Le Cameroun vient officiellement d'introduire un tandem au sommet de l'exécutif. Pour la première fois de son histoire constitutionnelle récente, la République du Cameroun disposera d'un vice-président aux côtés du chef de l'État. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, dans les chaumières comme dans les palais, dans les marchés comme dans les ambassades. Qui ? Partie 3, révélation et décryptage, le timing qui dit tout. C'est là que les choses deviennent véritablement fascinantes. Parce qu'en politique, et particulièrement dans la politique camerounaise, le moment où une décision est prise est souvent aussi important que la décision elle-même. Observez bien le calendrier. La modification constitutionnelle est actée le 4 avril 2026. La visite du pape est prévue du 15 au 18 avril 2026. Entre ces 2 dates, une fenêtre de 11 jours. 11 jours durant lesquels tout peut se jouer. 11 jours durant lesquels le président Paul Biya dispose d'un espace politique exceptionnel pour procéder à des nominations qui marqueront l'histoire. Selon plusieurs observateurs avertis et analystes politiques, cette coïncidence n'en est pas une. D'après ces sources, le calendrier a été pensé, travaillé, construit. Et voici pourquoi. Si le vice-président est nommé avant le 15 avril, il se retrouvera au pied de l'avion papal, aux côtés du président de la République, pour accueillir le Saint-Père. Première apparition publique de la nouvelle numéro 2 de l'État. Première image pour l'histoire. Devant les caméras du monde entier. Vous imaginez la portée symbolique d'une telle séquence? Mais il y a plus. Selon ces mêmes analystes, certains indices laissent penser que les 2 personnalités, le vice-président et le premier ministre du futur